Comme toutes les histoires de chercheurs d'or, la nôtre commence sur un bateau. Ou plutôt trois, parmi les plus célèbres au monde. La Pinta, la Niña et la Santa Maria, les caravelles de Christophe Colomb, de retour d'Amérique après une odyssée de plus de 7 mois. Ça devait être fou de voyager sur ces bateaux, sans apercevoir une mouette ni une côte. Juste l'horizon et se dire « on verra bien quand on arrivera ». En mars 1493, Colomb revient en héros et les cales chargées d'or à son port de départ, Palos de la Frontera, au sud de l'Andalousie. La ville conserve fièrement les reproductions grandeur nature de ces 3 navires. Au total, il y avait 90 marins répartis sur les 3 bateaux. Attention à la tête! Il valait mieux pas être trop grand, hein? Figure-toi que Christophe Colomb était justement de petite taille. Ça, c'est le gouvernail. C'est ce qui permettait de diriger le bateau. Et là, il faut descendre comme si c'était une échelle. Nous suivons notre guide dans les entrailles de la caravelle. Là, on reconnaît la forme de la proue. C'est la partie avant du bateau. À l'abri du vent et des vagues, la cale était à la fois le dortoir et le garde-manger de l'équipage. Et là, comme vous le voyez, il y a aussi beaucoup de tonneaux. C'est là qu'ils stockaient l'eau pour tout le voyage. Sur ces navires d'un autre temps, les visiteurs se rêvent matelots ou capitaines. Ils flottent ici comme une envie d'aventure. J'imagine que ça devait être dur mais aussi fantastique de traverser des tempêtes en pleine Atlantique, sur ce qui ressemble à une simple coque de noix. Pour beaucoup de marins, le voyage se terminait à quelques pas de là, derrière cette porte. La franchir n'était pas vraiment bon signe. Où est-ce qu'on est ici ? Nous sommes dans l'ancien hôpital de la Miséricorde. C'est là qu'on essayait de soigner les marins qui avaient attrapé en Amérique des maladies nouvelles, alors inconnues des Européens, comme la dengue ou la fièvre jaune. Quelques marches plus haut, Sylvia tient à nous montrer le plus grand héritage de ces premiers explorateurs. Cette carte a été dessinée d'après les observations et les mesures faites lors des tout premiers voyages vers le Nouveau Monde. Mais le périple de Colomb n'est pas tout à fait terminé. Il lui faut encore rallier Séville pour livrer sa cargaison d'or ramenée d'Amérique. Et il doit absolument le faire par bateau. Pour comprendre pourquoi, nous embarquons avec Mercedes, une historienne de la région. Tout le monde savait que Colomb revenait avec de l'or plein les cales. Emprunter les routes, c'était s'exposer à une attaque de brigands. C'était plus dangereux que le fleuve ? Beaucoup plus dangereux. Et en plus, le voyage était bien plus long par la terre. Mais naviguer sur ces eaux, à l'embouchure du fleuve Guadalquivir, reste une mission périlleuse. Mario, notre capitaine du jour, en sait quelque chose. Regardez, on aperçoit d'ici un ancien cargo de marchandises qui devait apporter du riz jusqu'à Séville. La légende raconte que le capitaine était, disons, un peu alcoolisé et qu'il a échoué son bateau sur un banc de sable. On l'a laissé ici comme une mise en garde pour les marins, pour qu'ils se souviennent que le Guadalquivir est encore plus traître que la mer. Il ne faut surtout pas baisser la garde, surtout en allant par là. Avec l'arrivée des conquistadors, Sanlúcar de Barrameda passe d'un petit port de pêcheurs à une riche cité marchande. C'est d'ailleurs derrière les grilles de la demeure d'une des plus influentes familles de la ville que nous allons admirer un héritage méconnu des explorateurs, les plantes exotiques. Les églises et les familles nobles ont été les premières à créer des jardins avec les plantes que les explorateurs ramenaient du Nouveau Monde. Celle-ci, par exemple, elle est tout à fait commune en Europe maintenant, mais elle vient d'Amérique latine. On les étudiait pour essayer d'en faire des médicaments. Nous quittons la ville et ses jardins en longeant le Guadalquivir, cap vers le nord. Nous entrons dans une vaste zone marécageuse entièrement dédiée à la culture du riz, la Isla Minima. C'est ici, dans ces paysages gorgés d'eau et sous un soleil accablant, que nous rencontrons Tony et ses 1500 brebis fraîchement tondues.
Elles sont en pleine transhumance. Nous devons quitter ces étendues plates pour aller au-delà des montagnes. Bientôt, il faudra marcher de nuit. Quand les chaleurs seront trop fortes, on ne pourra plus le faire de jour. Ici, en Andalousie, il peut faire plus de 40 degrés l'été. Notre route s'est faite chemin de poussière, les kilomètres défilent et nous avons un problème. Il nous faut passer sur l'autre rive, mais aucun pont à l'horizon. Seule solution, monter à bord de cette drôle d'embarcation. Bonjour, combien ça coûte ? 3,20 €. Ok, 3 et 20. Vous faites la traversée combien de fois par jour ? On ne les compte même plus, on n'arrête pas, de 6h du matin à 22h30. Plus de 150 véhicules traversent ainsi chaque jour le fleuve, et certains plus encombrants que d'autres. J'ai des champs de part et d'autre du fleuve, et sans ce bateau, je mettrais 2h30 pour aller d'un champ à l'autre. Et avec le bateau ? Seulement 30 minutes. Il n'y a aucun pont jusqu'à Séville pour pouvoir laisser passer les bateaux. Donc tant qu'ils ne construisent pas un tunnel sous le fleuve, on peut gagner notre pain comme ça. Nous voilà donc du bon côté du fleuve pour rejoindre notre prochaine étape. Une ferme gigantesque et majestueuse, dans le plus pur style andalou, nichée sur les bords du Guadalquivir. Pour moi, c'est une passion depuis toujours. Petit, j'étais déjà au milieu des chevaux. Et je le serai jusqu'à la fin. Lui, il est de pure race andalouse. Le sel du fleuve lui apporte beaucoup de minéraux et en fait un cheval robuste. Un décor grandiose qui a attiré les caméras de cinéma pour le tournage d'un film bien connu des Français. C'est ici qu'a été tournée une scène de La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès. La production n'avait pas de budget pour louer la ferme, alors ils ont proposé de la repeindre intégralement. Comme nous sommes très près de l'embouchure du fleuve, les embruns salés attaquent en permanence les peintures. Le Guadalquivir, tour à tour adversaire et allié des Andalous. Il est toujours utilisé pour le transport de marchandises et nous imaginons tout à coup les caravelles qui y naviguaient autrefois chargées d'or jusqu'à Séville. Comme elles, nous remontons les 50 derniers kilomètres qui nous séparent de la capitale andalouse. Pour terminer notre voyage, nous avons rendez-vous sur les quais à un endroit bien précis. Nous sommes en face de la Tour Dorée. C'est ici qu'était stocké l'or rapporté par les explorateurs. C'était le point final d'absolument chaque bateau qui revenait d'Amérique. Imaginez l'importance de cette tour. C'était l'un des bâtiments les plus surveillés du pays. Le butin devait encore faire une dernière traversée. Plus d'océan ni de fleuve, non, juste 2 rues plus loin. Son grand voyage s'achevait là, entre ces murs où scintille encore un riche passé. Voici la maison de la monnaie. C'est ici qu'étaient fondus l'or et l'argent venus du Nouveau Monde pour fabriquer des pièces de monnaie. Cet édifice représentait le pouvoir de l'Empire espagnol. Aujourd'hui, plus un lingot, plus un écu derrière ces arches. Mais Séville brille toujours d'un charme inexplicable lorsqu'au soleil couchant, la ville semble se parer d'or, comme pour se souvenir du temps où elle rayonnait dans toute l'Europe grâce au trésor des conquistadors.